qu'une Russie qui revient vers son passé soviétique, eh bien, elle revient vers son passé antisémite, antisioniste, elle se réaligne sur les ennemis d'Israël, que ce soit l'Iran, que ce soit le Hamas. Eliezer Jargorovski, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Kalita. Comme je le disais en vous présentant tout à l'heure, eh bien, nous avons besoin de mieux comprendre un peu ce qui s'est passé dans les relations entre Israël et la Russie au cours de cette dernière semaine, depuis que Sergueï Lavrov a piqué une colère verte contre Israël, on peut dire, ou contre le judaïsme, en faisant des déclarations antisémites particulièrement stupéfiantes. Et puis, il y a eu presque passé inaperçu dans la fin de la semaine, autour des commémorations du Yom HaZikaron et des festivités du Yom HaAtzmaut, une sorte d'excuse apparemment, en tout cas selon Naftali Bennett, de la part de Vladimir Poutine. Alors je voudrais que vous nous aidiez à mieux faire le clair sur cette affaire. D'abord, quelle mouche a piqué Sergueï Lavrov? Est-ce que finalement c'est un antisémite qui est sorti de son haron, comme on dit, de son armoire, et qui a révélé, on va dire, ses sentiments antisémites, ou bien c'est la colère, ou la frustration, la situation dans la situation de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui ne profite pas apparemment à la Russie actuellement? Bon, je pense qu'il faut faire la part des choses. Ce n'est pas un conflit personnel. Ce n'est pas un conflit personnel entre Poutine et Bennett, entre Lavrov et Israël. C'est quelque chose d'un ordre beaucoup plus international, plus collectif. Plus le régime russe revient vers son passé autoritaire, voire totalitaire, plus il devient antisémite. Antisémitisme et antisionisme d'ailleurs, et totalitarisme, autoritarisme, ce sont deux phénomènes qui vont main dans la main depuis toujours. Ça, c'est une première chose. Est-ce que c'est juste une colère verte ou d'une autre couleur? Ça, il faut le voir. Lorsqu'on regarde l'interview qu'il donne, on voit que c'était absolument préparé. C'est pas qu'il se laisse emporter par un lapsus ou quelque chose. Non, il faut faire absolument la part des choses entre le personnel et le national, je dirais même l'impérial. C'est-à-dire, cette déclaration, il ne se laisse pas emporter. Elle est écrite noir sur blanc, visiblement, on le voit. Il le lit de la page qui est posée devant lui. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'une Russie qui revient vers son passé soviétique, eh bien, elle revient vers son passé antisémite, antisioniste, elle se réaligne sur les ennemis d'Israël, que ce soit l'Iran, que ce soit le Hamas, d'ailleurs, dont les terroristes ont été invités il y a quelques jours à Moscou. C'est quelque chose, comment dire, un package deal, qui va ensemble. Alors, ça veut dire, si ça va ensemble, ça veut dire que c'est une stratégie de la part du Kremlin. C'est-à-dire que ça ne vient pas seulement de Sergueï Lavrov, mais ça vient aussi de Vladimir Poutine. Et là, on peut être étonné parce que Vladimir Poutine a toujours manifesté, on va dire depuis de nombreuses années, une forme d'affection pour le peuple juif et d'admiration pour le judaïsme. Encore une fois, il ne faut pas confondre l'aspect personnel, l'aspect émotionnel peut-être, et l'aspect impérial. Il y a une réelle politique, il y a une logique impériale qui va de soi. Il y a eu un sondage qui a été fait en Russie il y a quelques jours. Oui, il y a encore des sondages en Russie qui a révélé que près de 60% des Russes voient comme responsable principal de ce qui se passe en Ukraine les États-Unis. C'est-à-dire que, pourquoi je cite ça? Pour dire que la Russie, aujourd'hui, elle revient vers un paradigme où c'est Est contre Ouest. Israël, dans ce paradigme, naturellement, il est perçu comme faisant partie de l'hémisphère ouest du monde, comme celui qui est qui a pris la part des États-Unis du monde occidental.
Alors, la question que je vous pose, est-ce que ces informations qui ont été diffusées par le bureau du Premier ministre Bennett sur le fait que Poutine se serait excusé aux oreilles de Naftali Bennett pour les propos de Sergueï Lavrov, c'est à votre avis une fake news? Je ne sais pas si c'est une fake news, mais c'est deux niveaux qui sont tout à fait différents. Vous savez, une accusation de meurtre rituel qui a été faite, qui a été prononcée et qui a été entendue dans le monde entier ne peut pas être infirmée, on ne peut pas y apporter des excuses par téléphone. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui a été dit par téléphone. Ce sont deux niveaux de dimension tout à fait différentes. Et donc, vous n'y croyez pas vraiment. Mais là, je voudrais attirer l'attention peut-être sur quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce que Israël, quand même, il s'efforce de passer entre les gouttes? Pourquoi est-ce que Naftali Bennett, que ça a été dit ou non, eh bien, il lui est très important de dire que, vous savez, Poutine s'est excusé. Donc, c'est pas aussi grave qu'on pourrait le croire. Eh bien, je voudrais dire que c'est très grave qu'on pourrait croire, mais Bennett et comme tout autre peut-être gouvernement israélien, il sait qu'il a plus d'1/4 million de juifs, de membres de son peuple qui sont derrière le rideau de fer qui est en train de s'abaisser. Peut-être qu'il ne va pas s'abaisser tout à fait, mais en tout cas, le mouvement, il est très clair. Il est vers le bas. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas absolument prendre totalement la partie de l'Occident, qui d'ailleurs, elle aussi, est critiquable en général, pas seulement sur cela. C'est un Occident qui, d'un côté, traite Poutine de nouvel Hitler, et puis continuant absolument tranquillement les négociations avec les ayatollahs de l'Iran. Donc là aussi, il y a une hypocrisie folle, mais Israël, dans tout cela, il n'a pas seulement sa frontière nord où en Syrie vous avez les forces russes, mais il a surtout des centaines de milliers de ses frères qui se trouvent en Russie actuellement. Vous semblez très pessimiste sur l'avenir, c'est-à-dire que vous dites que le rideau de fer qui s'est relevé en 1990 est en train de se refermer, c'est-à-dire que ce conflit va ramener la Russie à une forme de soviétisation et que cette soviétisation va s'accompagner à la fois d'antisémitisme et de fermeture des frontières pour les juifs de Russie? La tendance, elle est claire. Où est-ce que ça va s'arrêter? Jusqu'où ça va continuer? Je ne sais pas. Mais on a quand même plus de 300 ans d'histoire impériale, depuis Pierre le Grand, d'histoire impériale russe, qui a connu quelques exceptions, mais ces exceptions, par rapport à la règle, elles étaient très rares. Maintenant, l'histoire ne se répète jamais telle qu'elle. Mais cela dit, c'est clair que la Russie, et ça n'a pas commencé hier, ça a commencé déjà pour ce qui touche l'Ukraine et le conflit avec l'Ukraine en 2014. La Russie, il faut le savoir, elle perçoit ce conflit comme un conflit où elle joue le rôle du pays qui a été lésé, qui a été trompé. Elle je le dis d'ailleurs sans justifier, mais juste pour comprendre qu'on n'a pas affaire à des fous, on a affaire à des personnes qui ont une logique propre. Ils ont conclu un accord avec l'Occident où ils ont dit, écoutez, pas de problème, on tombe en pièces, on libère nos républiques, nos 15 républiques, chacun suit son destin à une condition. L'OTAN reste à sa place. Et voilà que l'OTAN, eh bien, il arrive ces dernières années déjà aux frontières russes, c'est-à-dire les pays baltes, la Pologne, et maintenant c'est l'Ukraine qui veut l'entrer. Alors les Russes disent, attendez, on a conclu un accord il y a une trentaine d'années, de 91. Bon, l'accord il est plus tard, mais on s'est démantelé en 91, ensuite on a conclu des accords avec l'Occident, et maintenant ils profitent de notre faiblesse pour venir mettre leur fusée à nos portes. Ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, il y a 8 ans, Poutine commence à pénétrer.
il y a plus de 10 ans, il commence à pénétrer en Géorgie, puis il commence 2014 à pénétrer en Ukraine et en Russie. Comment est-ce que ça passe? Comment est-ce que c'est rendu à la population qui d'ailleurs l'accepte? Qui l'accepte, c'est que nous retournons au XXe siècle avec la guerre froide, avec la confrontation entre l'Est et l'Ouest. Et c'est pas pour rien, c'est pas seulement qu'il y a un lavage de cerveau là-bas. Ça aussi, il faut le comprendre. Raison pour laquelle plus de, je sais pas, 70-80% de la population soutient ce qu'ils appellent l'opération militaire. Il interdit de l'appeler guerre là-bas. C'est aussi parce que la population russe, ce sont des Slaves, ce ne sont pas des Occidentaux. En Occident, on a très souvent tendance à penser « Ah, mais s'ils n'étaient pas sous la botte d'un dictateur comme Poutine, eh bien, ils seraient des grands libéraux, ils seraient avec nous dans toutes nos idéologies, etc. » Pas du tout, pas du tout. Même s'il y a maintenant un coup d'État contre Poutine, ce dont on parle d'ailleurs, ça ne veut pas dire que le lendemain, eh bien, la guerre est terminée, la Russie devient partie intégrante de l'Union européenne. C'est une autre civilisation, une autre religion, une autre nationalité, autre mentalité, une autre histoire qui, d'ailleurs, la plupart du temps, était une histoire de confrontation avec l'Occident. La Russie s'est bâtie par confrontation avec l'Occident, que ce soit avec Napoléon, avec les Suédois ou ailleurs. Alors, je voudrais vous parler de la Russie aujourd'hui. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que l'armée russe, parce qu'on voit que cette armée russe, elle a visiblement des difficultés à vaincre l'Ukraine, est-ce que c'est véritablement un monstre au pied d'argile? Est-ce que qu'est-ce qui se passe au sein de l'armée? Parce qu'il faut bien avouer que on a de bonnes raisons d'être étonné de voir que cette armée rencontre tant de difficultés. C'est un monstre au pied d'argile, mais il a beaucoup de pieds d'argile. Qu'est-ce que je veux dire? Le secret le mieux gardé dès les années 80 en Russie, c'était que c'est une armée incapable. Une armée dont on démonte les camions, on vend les pièces au marché noir, etc. etc. D'un autre côté, c'est une armée qui compte pas ses victimes. C'est-à-dire ces victimes qui se comptent déjà par dizaines de milliers. Une guerre qui dure déjà plus de 2 mois, mais tout cela se pose sur une mentalité qui est beaucoup, moins sensible à ses pertes. C'est-à-dire, elle ne commence pas à compter ses pertes à partir de 1000, 10 000 ou 20 000 soldats qui ont été tués. Ça, c'est une chose. Donc, elle aura aucun problème à envoyer encore des centaines de milliers de soldats qui vont mourir au front là-bas. D'un autre côté, sur les fronts, c'est des soldats qui meurent. Sur le front, c'est des soldats qui ne savent pas pourquoi ils se battent. Et qui désertent, qui désertent pour beaucoup? Ce sont des soldats qui ne savent pas pourquoi ils se battent. Qui est véritablement l'élément essentiel pour la victoire. Vous comprenez? Ils comparent maintenant, ils disent c'est une opération de dénazification. Mais attendez, mais même si l'Ukraine, dans les masses, elle est encore antisémite, et ça aussi il faut le dire, mais laissons-le de côté, on n'a pas affaire à l'Allemagne nazie quand même. L'Ukraine, c'est un pays qui se débat dans des problèmes économiques, politiques, mais qui est encore une démocratie qui n'a rien à voir avec l'Allemagne nazie. Donc il faut faire la part des choses. Et les soldats voient qu'ils se battent pour une raison qu'ils ne comprennent pas. Alors, les raisons qu'ils se trouvent, on va faire quelques viols par-ci, prendre un peu de butin par-là, mais ce n'est pas ce qui va leur faire emporter la guerre. D'autant plus que de l'autre côté, du côté ukrainien, ils trouvent une armée qui, même si ce n'est pas le fer de lance de l'OTAN ou je ne sais pas trop quoi, il ne faut pas partie de l'OTAN, oui, je le précise encore une fois, mais qui est une armée très motivée et même s'il n'a pas les meilleurs tanks, avions, etc., elle a les moyens de faire beaucoup de mal à l'armée russe, d'entraîner sous-équipés, sous-motivés, complètement démoralisés.
Et vous pensez qu'on s'achemine vers un conflit qui peut se prolonger pendant encore des mois? Ou alors est-ce que, par exemple, on peut imaginer que Poutine soit destitué d'une manière ou d'une autre? Bon, tout d'abord, là, il faut se prononcer avec beaucoup d'humilité. On veut avoir aujourd'hui des réponses immédiates, rapides et justes. Si on revient, comme dit le leadership russe, vers le XXe siècle, le XXe siècle connaît des conflits qui durent des mois, qui peuvent durer plus. Il se peut que ce soit un conflit qui peut être réglé dans quelques semaines, à la manière dont a été réglé le conflit, le conflit finlandais, qu'on appelle la guerre du Nord en 1940, qui d'ailleurs a duré pas mal de temps, mais qui était aussi un conflit que Staline pensait remporter la victoire en quelques semaines, et pour officier, c'était vraiment la débâcle. Et pour faire semblant d'avoir remporté la victoire, eh bien, les Russes, l'Union soviétique a présenté la prise d'une portion du territoire finlandais comme la victoire. Il se peut qu'aujourd'hui, ce sera la même chose, que les Russes présentent la prise la conquête du corridor qui mène du Donbass par Mariupol jusqu'à Kherson et la Crimée, bien qu'ils le présentent comme une victoire. Ça se peut aussi, mais ça peut de notre côté continuer en guerre larvée et qui va paralyser l'Ukraine, l'empêcher de se relever tant au niveau politique qu'économique. Et alors que la Russie, eh bien, elle va continuer à renforcer ses alliances orientales avec la Chine, avec l'Iran, avec d'autres pays qui sont pas les plus éclairés de ce monde. Mais on ne peut pas le dire, et je pense que la question qui doit nous préoccuper aussi, c'est si on est dans le scénario qui n'est pas le plus agréable à entendre, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ces centaines de milliers de Juifs qui sont nos frères, dont déjà des dizaines de milliers, eh bien, ils sont au portillon, qui veulent sortir, qui veulent quitter le pays, mais on ne peut pas envoyer là-bas plus de 3 avions par semaine, avec 100 places dans chacun, ce qui fait que rien que pour faire sortir les 12, 13, 14 000 Juifs qui attendent aujourd'hui au portillon, eh bien, ça prendra plus d'une année. Attendez, je veux bien comprendre ce que vous nous dites. Vous nous dites qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliers de Juifs russes qui veulent quitter, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a une restriction du nombre de vols, c'est-à-dire que les autorités russes ont réduit le nombre de vols en direction d'Israël? Ils n'ont pas réduit le nombre de vols. Ça c'est des problèmes en apparence technique, mais le fait est que El Al ne peut pas envoyer, on n'envoie que 3 vols par semaine, parce qu'il y a les sanctions, et avec les sanctions, vous ne pouvez pas envoyer des avions qui sont loués ou sous-loués. Et tous les avions aujourd'hui presque qui sont sous-loués, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais même si, on pourrait dire, El Al, que l'État d'Israël leur achète des avions qui appartiennent uniquement à El Al, qu'il les envoie, oui, mais il faut savoir que les autorités russes, elles sont là à recevoir un rapport journalier ou hebdomadaire, combien de Juifs ont quitté la Russie. Donc là aussi, c'est pas encore le rideau de fer. Mais le grand frère est en train, ne nous quitte pas des yeux. Et déjà, la communauté, elle est en train d'essayer de passer entre les gouttes, quoi dire, quoi ne pas dire, pour ne pas froisser les relations et ne pas mettre en danger la communauté et les centaines de milliers de Juifs qui sont en Russie. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les Juifs en Russie, à 100%, ils sont anti-Poutine. Pas du tout. Pas du tout. C'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Mais bon, on l'a bien compris. Il y a suffisamment de Juifs qui disent « Hop, bon, là, on ne peut plus rester ici. Il faut quitter l'Empire. »
Eliezer Chagorovski, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir clarifié plusieurs points et de nous avoir fait certaines révélations intéressantes, comme le fait par exemple apparemment que les petits-enfants de Sergei Lavrov sont israéliens. Ça sera intéressant d'approfondir ce sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shavua Tov, Eliezer. Shavua Tov, Kol Tov.